Je m'appelle Samuel Lefebvre, et il y a des péchés que même la pluie bretonne ne peut laver. Ils vous collent aux os comme la poussière de chaux brûlant de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous qu'un homme creux, errant dans des journées creuses. J'ai appris cette vérité un matin où la mort s'est invitée à ma porte. Ce n'était pas une mort tapageuse, annoncée par des coups de feu ou le tonnerre. Non, elle est arrivée en silence, comme un murmure, enveloppée dans une toile de jute et des cordes, abandonnée au bord de ma clôture comme un vieux sac d'ordures. L'âne qui la portait, un vieux bourricot fatigué, ruminait sous le soleil ardent, ses yeux plats comme des pièces de monnaie. Je suis descendu de mon perron, mes bottes écrasant la terre sèche, craquelée depuis 3 mois sans une goutte de pluie. Mon café dans ma vieille tasse en émail était froid, mais je la serrais toujours dans ma main. Certaines habitudes meurent plus lentement que les hommes qui les ont forgées. La charrette gisait là, petite et cassée, la toile déchirée comme une vieille blessure. Un bout de papier pendait du nœud des cordes, payé en totalité. Propriété livrée. Ce mot, propriété, m'a glacé le sang, s'est installé dans mon ventre comme un mauvais whisky. J'ai tiré la toile. Par Dieu, la fille ne devait pas avoir plus de 22 ans, mais ses yeux semblaient porter des siècles. Ses cheveux noirs étaient collés de sang séché, des bleus et des jaunes marbraient sa peau pâle. Sa robe, en lambeaux, s'accrochait à elle comme la honte. Mais c'était son dos qui serra ma mâchoire, des lettres, profondément gravées, cicatrisées et rugueuses, formaient le mot « salope », estampillé comme du bétail. Ses yeux verts, semblables à du verre de bouteille, s'ouvrirent doucement, vides, comme une église brûlée. Elle me regarda sans peur, sans espoir, sans rien du tout. « Tu m'as acheté », murmura-t-elle, la voix craquelée comme du vieux cuir. Je suis resté figé, regardant cette chose brisée que quelqu'un avait emballée dans une toile et laissée à ma porte. Ma tasse glissa entre mes doigts, s'écrasant dans la poussière, répandant du café noir. En toutes mes années de carnage, je n'avais jamais vu un mal aussi pur. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Alors, doucement, je l'ai prise dans mes bras, comme on prend un poulain nouveau-né, et je l'ai portée à l'intérieur. Elle ne pesait rien, moins que rien, comme si son âme s'était déjà enfuie, ne laissant que peau et os. Je l'ai couchée sur le lit de la chambre du fond, celle qui était restée vide depuis, eh bien, depuis avant. Elle ne s'est pas débattue, ne m'a pas remercié, elle a juste fermé ses yeux verts et laissé l'obscurité l'emporter. 3 jours durant, elle a dormi comme une morte. Moi, je restais là, veillant, nettoyant des blessures qui semblaient avoir été faites par un homme qui prenait plaisir à faire mal. Les cicatrices sur son dos racontaient une histoire que je ne voulais pas lire, mais dont je ne pouvais détourner le regard. Quelqu'un avait pris son temps pour qu'elle n'oublie jamais. Au 4e matin, elle s'est redressée, sans prévenir, sans bouger, juste assise là, regardant fixement le mur, comme si elle pouvait voir au-delà, ailleurs. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» demanda-t-elle. J'ai levé les yeux de mon café. « Fais quoi ? Finis-tu ? N'utilise. »« Je suis déjà cassé, » dit-elle comme si elle parlait du temps qu'il ferait demain. Je posai ma tasse, scrutant son visage sous la lumière de la lampe. Elle avait été jolie, pensais-je, avant que quelqu'un ne décide de la défigurer. Je ne suis pas ce genre d'homme, dis-je d'une voix rauque, rouillée par le silence. Elle rit, un rire amer et brisé, celui qu'on pousse quand le monde vous joue la plus cruelle des farces. Tous les hommes sont ce genre d'hommes, dans les bonnes circonstances, dit-elle. Je me levai, me dirigeant vers la fenêtre. L'aube se levait sur les landes sèches, teintant tout de la couleur du sang séché. Mais ces circonstances, ce n'étaient pas les bonnes. Elle me regarda, cette étrange femme que j'avais portée, ce corps brisé que j'avais recueilli quand tout homme sain d'esprit l'aurait laissé au coyote. J'étais grand, maigre comme un fouet, les cheveux poivre et sel, les mains marquées de cicatrices, mais celle-là était propre, honnête. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. « Samuel Lefebvre » répondis-je. « Moi, c'est Margot Dubois. »« Maggie, avant. » Elle désigna vaguement ce qu'il restait d'elle, ce qu'on avait fait d'elle. Le papier disait bien, propriété du maire Durand. Je connaissais ce nom, et la réputation qui allait avec, un homme qui portait son insigne comme certains portent un parfum, pour masquer la puanteur. Plus maintenant, dis-je. Tu es sur mes terres. Durand n'a aucun droit ici. Maggie étudia mon profil contre la fenêtre, ses épaules tendues comme un ressort prêt à lâcher. Tu ne sais pas ce que tu dis. Durand ne lâche jamais ce qu'il tient. J'ai vu des choses qui pourraient le faire pendre, dit-elle. Je me tournai de la fenêtre,
nos regards se croisèrent, et quelque chose passa entre nous, une reconnaissance, peut-être la compréhension que seuls ceux qui ont traversé l'enfer peuvent partager. Alors, il faut s'assurer que tu vives assez longtemps pour raconter ça. Le vent du matin glissa dans la pièce, portant avec lui l'odeur du thym sauvage et d'une pluie lointaine. Dans ce petit cercle de lumière, deux âmes brisées commençaient à découvrir que, peut-être, leurs morceaux pouvaient se recoller. Mais la rédemption n'est jamais facile par ici, et l'ombre de Durand grandissait déjà, rampant sur la lande, prête à réclamer ce qui, selon lui, lui appartenait. Les jours suivants, une étrange routine s'installa entre nous. Je laissais de la nourriture à portée de main, de l'eau fraîche dans une bassine, et des vêtements propres soigneusement pliés sur une chaise. Je ne m'approchais jamais trop, ni ne restais trop longtemps. Elle avait besoin d'espace pour guérir, pour retrouver un peu d'humanité. Peu à peu, Margot commença à s'épanouir, lentement, comme une fleur cassée qui refuse de mourir. Elle aidait aux tâches simples autour de la ferme, reprenant des gestes oubliés, raccommodant des vêtements avec des doigts qui retrouvaient leur habileté, cuisinant des repas modestes pendant que je travaillais la terre. À travers la fenêtre, je la surprenais parfois, dans ces moments où elle croyait que personne ne la regardait. Il y avait alors une grâce fragile sous les cicatrices, une femme qui essayait de se souvenir de qui elle avait été avant que l'ombre ne la dévore. Un soir d'été, alors que le ciel se teintait d'ambre et d'or, je la trouvais dehors, brossant doucement ma vieille jument, une bête nerveuse que peu osait approcher. Mais elle, calme sous son toucher, semblait lui insuffler une paix que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle t'aime bien, lançai-je en m'appuyant contre un poteau de la clôture. Les animaux ne mentent pas, répondit-elle sans lever les yeux. Ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Pas comme les humains. Sa main s'arrêta un instant sur l'encolure de la jument. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, le poids invisible qu'elle portait. Et toi, demanda-t-elle soudain, est-ce que tu sais ce que ça fait, d'être poursuivi comme une bête? Je restai silencieux, observant ses doigts serrer la brosse avec une sorte de rage contenue. Le maire Durand viendra te chercher, dis-je. Sa main se crispa davantage. Oh oui, il a trop investi pour me laisser partir comme ça. Quel genre d'investissement? Demandai-je, cherchant à percer le mystère. Ses yeux s'illuminèrent d'un feu froid, un acier sous le verre. Des filles qui disparaissent la nuit. Des témoins qui font des accidents. Je sais où sont enterrés les corps, Samuel, souffla-t-elle. Le poids de ces mots s'abattit sur moi comme un défi muet. Je comprenais maintenant pourquoi on l'avait livrée ainsi, marquée et brisée. Elle n'était pas qu'un jouet entre les mains du maire Durand. Elle était son talon d'Achille. Combien? Demandai-je, la voix rauque. Trop. Et moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. J'ai laissé faire parce que j'avais trop peur de mourir. Je m'éloignai de la clôture et m'approchai d'elle, assez près pour voir la honte brûler dans son regard, cette haine d'elle-même plus profonde que n'importe quelle blessure. Survivre, ce n'est pas un péché, Maggie, soufflai-je. Elle retourna à la jument, balayant le poil en mouvement rapide et colérique. Mais quand ta vie coûte celle des autres? Sans réfléchir, j'étendis ma main usée et posai la mienne sur la sienne, qui tenait encore la brosse. Le contact fit vibrer quelque chose en nous, la première douceur qu'elle avait ressentie depuis des années, la première tendresse que je m'autorisais à donner. Tu es vivante, dis-je doucement. Ça veut dire que tu peux encore faire ce qui est juste, que tu peux encore changer les choses. Elle baissa les yeux vers nos mains jointes, mes doigts calleux contrastant avec sa peau pâle. Elle aurait dû se retirer, rappeler que les mains des hommes n'apportent que douleur, mais ce toucher-là semblait différent, protecteur, pas possessif, don, pas vol. Pourquoi tu m'aides? Murmura-t-elle. Je restai silencieux un long moment, mon pouce traçant doucement ses jointures. Parfois, dis-je enfin, sauver quelqu'un d'autre est la seule façon de se sauver soi-même. Le vent du désert se leva autour de nous, emportant l'odeur du thym et d'une pluie distante. Dans le halo vacillant de la lumière venant de la maison, deux âmes brisées commençaient à croire qu'elles pourraient, peut-être, recoller leurs morceaux. Mais la lande, elle, n'avait pas oublié. Elle murmurait déjà que la tempête allait revenir. 3 jours plus tard, au coucher du soleil, une silhouette apparut à l'horizon, découpée en ombre chinoise contre la lumière déclinante. Mon regard se posa sur cet inconnu depuis le perron où je nettoyais mon vieux revolver, un geste aussi ancré en moi que le souffle. Le Colt 45 était mon vieux compagnon, celui qui m'avait gardé en vie dans 2 guerres et une douzaine de règlements de compte. Je fis signe doucement à Margot, qui s'activait à l'intérieur,
préparant le dîner. Je perçus son souffle coupé, le bruit d'une casserole qu'elle laissa tomber. Le cavalier s'approchait, son chapeau cher, sa selle ornée d'argent, cette assurance arrogante qu'ont les hommes qui n'ont jamais entendu le mot « non ». « Bonsoir, ami », lança-t-il en descendant de selle avec aisance, le ton empreint d'un mélange de défi et de fausse courtoisie. « Je suis l'adjoint Marc Leblanc. Je cherche une propriété égarée. » Je restai assis, la main près de mon arme. « Je ne me souviens pas d'avoir commandé quoi que ce soit, » répondis-je calmement. Le sourire de Leblanc était tout tendant, sans chaleur. Curieux, pourtant quelqu'un l'a fait. Le maire Durand est très inquiet d'une jeune fille disparue. Une gamine, 22 ans, cheveux noirs, yeux verts. On dit qu'elle pourrait s'être égarée sur vos terres. Le désert a une drôle de manie d'engloutir les gens, dis-je d'un ton neutre. En effet, répondit-il en avançant d'un pas. Cette fille a une dette conséquente envers le maire. Une obligation légale, vous comprenez? Je pourrais toujours revenir avec des papiers officiels, ou nous régler ça à l'amiable. Vous rendez ce qui ne vous appartient pas et peut-être que certains arrangements seront possibles. Je me levai lentement, main posée sur ma ceinture de revolver avec un calme trompeur. Ou on s'en occupe à la manière du voisinage, lancai-je. Retournez ce qui ne vous appartient pas, et peut-être qu'on pourra discuter. À travers la fenêtre, j'aperçus Margot, blottie contre le mur, le visage aussi pâle que le clair de lune. Nos regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux quelque chose qui glaça mon sang, pas la peur, mais une fureur brûlante, née d'un passé trop lourd à porter. Dites à Durand, dis-je d'une voix lourde de certitude, qu'il ne trouvera rien ici qui lui appartienne. Le masque poli de Leblanc se fissura, dévoilant le prédateur qui se cachait dessous. Vous vous trompez, mon ami. Tout dans ce canton appartient au maire, d'une façon ou d'une autre. Vous aussi. Sa main alla vers son arme, mais pas assez vite. Mon col dégaina en un éclair, la culasse claquant avec la précision d'un vieux soldat. Le canon se leva juste au moment où ses doigts effleuraient le pommeau de son revolver. « Je ne le ferai pas », murmurai-je. Quelques secondes suspendues, deux hommes face à face, la mort prête à basculer au bout d'une gâchette. Puis Leblanc releva lentement les mains, son sourire de serpent revenu. « Mes excuses. Je crois avoir mal jugé la situation. » Il remonta en selle, tournant son cheval avec une maîtrise calculée. « Ce n'est pas fini, Lefebvre. Durand prend le vol très à cœur, très personnellement. Vous avez 24 heures pour changer d'avis, après quoi, eh bien, le désert est un endroit dangereux pour un homme seul. » Il s'éloigna dans l'obscurité naissante, le bruit des sabots s'évanouissant dans le silence. La porte s'ouvrit derrière moi. Margot sortit, le menton haut, défiant le ciel, mais ses mains tremblaient comme les feuilles d'automne. « Tu aurais dû le laisser m'emmener, murmura-t-elle. Je me tournai vers elle, la lumière de la lampe derrière elle dessinant une silhouette presque irréelle. Malgré les cicatrices, malgré la peur qui habitait ses yeux, elle était belle, presque fragile. « C'est ce que tu veux ? » demandai-je doucement. Elle croisa les bras, se serrant comme pour se protéger. « Ce que je veux, ça n'a jamais compté. Toi, tu as une vie ici, des terres, du bétail, la paix. Je ne veux pas que tu la perdes. » Je m'approchai, assez près pour voir les larmes qu'elle refusait de verser. « Laisse-moi juger ce qui vaut la peine d'être perdu, » dis-je. Sa voix se brisa. « Tu ne comprends pas, Durand ne s'arrêtera pas. Il amènera des hommes, des armes. Il brûlera tout avant que je ne puisse parler de ce que je sais. » Je posai mon pouce sous sa mâchoire, caressant doucement la ligne de sa joue. « Alors, il est temps qu'il entende ce que tu as à dire. » Elle leva les yeux vers moi, ce guerrier marqué par la vie, parlant de choses impossibles comme si elles étaient des vérités simples. « Tu parles d'aller contre un maire qui tient la moitié du canton dans sa poche. Je parle de justice. » Elle rit, un rire amer, froid comme le vent d'hiver. « La justice ? La justice aurait été quelqu'un qui l'aurait arrêté la première fois. La justice aurait été quelqu'un pour Maria, pour Jeanne, pour toutes les autres. La justice aurait été moi, si j'avais eu le courage avant qu'il ne soit trop tard. » Je tendis la main, effleurant sa joue. Elle sursauta, puis s'abandonna à ce contact, comme un chat cherchant la chaleur. « Le courage n'est pas l'absence de peur, » dis-je. C'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. Nous restâmes là, dans l'embrasure de la porte, la nuit bretonne nous enveloppant comme une couverture. Margot pouvait sentir la chaleur émaner de mon corps,
l'odeur du cuir, du thym, et quelque chose de plus, quelque chose d'unique à moi. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. Si on fait ça, murmura-t-elle enfin, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils nous traqueront jusqu'au bout du monde. Je caressai doucement sa mâchoire. Alors, il faut qu'on s'assure de bien finir le travail. Le vent se leva, emportant nos promesses vers l'inconnu. Cette nuit-là, sous la faible lueur de la lampe à pétrole, nous avons tracé notre plan. Margot m'a tout raconté, sans omettre un détail. Les filles disparues, les tombes sans croix, le réseau d'hommes corrompus qui fermaient les yeux contre espèces sonnantes et trébuchantes. À chaque révélation, ma mâchoire se serrait un peu plus, mes yeux devenaient plus durs. Fort La Fontaine, dis-je finalement, un ami m'attend là-bas. Le colonel Marc Renard, un type avec qui j'ai fait campagne dans les guerres d'Algérie. Si quelqu'un peut faire venir la justice fédérale sur Durand, c'est lui. 3 jours de cheval, dit-elle, sceptique. Durand n'attendra pas. Alors, on ne lui donnera pas le choix, répondis-je en chargeant les armes du vieux coffre à fusil. On va lui régler son compte. Margot m'observait, pliant des cartouches, attachant ses ceintures de revolver avec une précision apprise dans la douleur. C'était Samuel le soldat, le tueur, celui qui avait gagné sa réputation dans le sang et la poudre. Mais au lieu de me faire peur, cette vision réveillait quelque chose en elle, quelque chose qu'elle pensait morte à jamais, l'espoir. « Samuel, murmura-t-elle doucement, si on s'en sort, qu'est-ce qu'on fait après ?» Je levai les yeux de mon Winchester, la lumière tremblante de la lampe dans ses prunelles sombres. « Alors, on verra si 2 âmes brisées peuvent recomposer un tout, dis-je. » Avant qu'elle ne puisse répondre, avant que la peur ne vienne voler son courage, Margot se redressa sur la pointe des pieds et m'embrassa. D'abord hésitant, incertain, mais quand mes bras l'enlacèrent, protecteur, elle se fondit dans mon étreinte. Le baiser avait le goût du désespoir et de l'espoir, des dernières chances et des nouveaux départs. Quand nous nous séparâmes, haletant, elle murmura. « Promets-moi quelque chose. »« N'importe quoi, dis-je. Promets-moi qu'on aura une chance de savoir, de vraiment savoir. » Je plongeai dans ses yeux, y retrouvant mon propre désir. « Je te le promets. » Mais ici, les promesses s'écrivent dans le sable, et le vent commençait déjà à souffler. À l'aube, ils sont venus. Je le savais. 6 cavaliers, silhouettes sombres découpées contre un ciel rouge comme le sang, avançant avec la patience froide des prédateurs ayant encerclé leur proie. Au centre, le maire Durand, son insigne brillant comme une étoile de pacotille, son regard dur et cruel. Je m'étais posté derrière l'abreuvoir, mon Winchester chargé, prêt. Margot, accroupie près de la maison, tenait mon vieux Colt, ses petites mains fermes malgré la peur. Nous avions répété ce moment des dizaines de fois, mais la théorie et la réalité sont des pays différents. La voix de Durand résonna dans la cour, pleine d'autorité. Je viens récupérer ma propriété. Faites-la sortir, et personne ne sera blessé. Je répondis calmement. La propriété appartient à celui qui a la force de la garder. Il me semble que la tienne a choisi. Un rire cruel, tranchant comme du verre brisé. Tu ne comprends rien à cette gamine. Elle a tué 3 hommes à Nantes avant que je ne la prenne. Elle les a empoisonnés lentement, regardez mourir. Tu penses protéger une fleur innocente? Je vis Margot se tendre à mes côtés, le visage devenu blanc comme la craie. Durand jouait sa carte maîtresse, le mensonge qui devait me retourner contre elle, me faire douter. Maggie, dis-je, la voix claire dans la cour silencieuse. Un instant de calme, puis elle se leva, sortit de l'ombre, le menton haut, défiant le maire et ses hommes. C'est bien vous, les hommes du maire. Vous aimez faire souffrir les filles qui ne peuvent pas vous combattre, dit-elle, sa voix prenant de la force. Alors, j'ai fait en sorte qu'elle ne fasse plus jamais de mal, ajouta-t-elle. Le visage de Durand se déforma de rage. Tu es une tueuse, Lefebvre. Une meurtrière froide comme la pierre. C'est pour ça que tu m'appartiens. Tu comprends? Je me relevai, le fusil braqué sur sa poitrine. Peut-être. Mais il y a une chose que tu ne comprends pas, parfois, tu es la seule justice qui reste. Les coups de feu éclatèrent alors, aussi soudains et violents qu'un orage d'été. Les hommes de Durand se dispersèrent, cherchant un abri, mais j'avais choisi mon terrain avec soin. La maison se dressait sur une petite colline, offrant des champs dégagés de tous côtés. Ma première balle emporta l'adjoint à la gauche de Durand, le faisant tomber de cheval dans une gerbe de sang.
Le Winchester glissa entre mes doigts comme une extension de mon bras, les douilles d'or brillant dans la lumière naissante. Mais 6 contre 2, même avec l'avantage du terrain, ce n'est pas un bon calcul. Une balle éclata près de ma tête, une autre brûla mon épaule. Du coin de l'œil, je vis Margot se baisser alors que des balles martelaient le mur en adobe. C'est alors que Durand fit son erreur. Pensant que la maison était piégée, il lança son cheval en avant, dégaina son revolver pour un tir fatal. Mais Margot était prête. 3 mois de mes leçons patientes avaient fait d'elle une combattante que Durand n'avait jamais imaginée. Sa première balle fit tomber le cheval de Durand, le projetant dans la poussière. La seconde le toucha à la cuisse, le faisant pivoter. La troisième, la troisième fit en sorte que William Durand ne ferait plus jamais de mal à une femme. Les hommes restants n'étaient pas prêts à se rendre. Ils avaient vu leur chef tomber, mais savaient aussi ce que la justice fédérale signifierait pour eux. Mieux valait mourir en combattant que de finir pendu à Nantes. La fusillade reprit, plus désespérée encore. Une balle me fracassa la poitrine comme un coup de masse, me faisant tournoyer et m'écraser contre la rambarde du perron. Une autre déchira mon épaule, peignant le mur en rouge. Margot cria mon nom, mais sa voix semblait venir de très loin, comme si elle appelait au fond d'un puits. J'essayai de lever le fusil, mais mes bras refusèrent d'obéir. Le sang imbibait ma chemise, s'étalant dans la poussière. À travers ma vision floue, je la vis bouger, tel un ange vengeur. Le colt dans ses mains ne cessait de cracher des flammes, encore et encore, jusqu'à ce que les derniers hommes gisent immobiles sous le soleil du matin. Alors seulement, elle laissa tomber l'arme fumante et courut vers moi. « Samuel !» cria-t-elle, m'attrapant la tête dans ses mains, appuyant sur mes plaies qui refusaient de cesser de saigner. « Reste avec moi, je t'en prie, murmurai-je. Je regardais cette femme brisée qui avait appris à se battre, trouver le courage de tuer par amour. Ses larmes coulaient comme la pluie sur mon visage, les premières que je la voyais verser. « Maggie, soufflai-je, la bouche pleine de sang, tu es libre maintenant. Durand est mort, ces hommes sont morts, personne ne viendra plus te chercher. » Ne dis pas ça, sa voix se brisa. On va à Fort-la-Fontaine, tu te souviens? On va les faire payer ensemble. Ma main trouva la sienne, serrant avec ce qu'il me restait de force. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu es plus forte que tu ne le crois. Le soleil montait, mais je sentais le froid s'insinuer dans mes os. J'avais été blessé avant. Je connaissais les signes. Ce n'était pas une blessure dont un homme sortait vivant. Je ne t'ai jamais dit, murmura-t-elle, caressant mes cheveux poivre et sel, tout ce temps, jamais. Je t'aime, Samuel Lefebvre. Je t'aime plus que la vie elle-même. Un sourire malgré la douleur, malgré l'obscurité qui venait. Je sais, dis-je. Je l'ai toujours su. Mes yeux la cherchèrent une dernière fois, vert comme du verre de bouteille, mais chaud maintenant, rempli de tout ce que je lui avais donné, la sécurité, la dignité, la chance de choisir sa propre voie. Je pris soin des autres, ceux qui viendraient après, les filles perdues comme elle. Puis je suis parti, le combat quittant enfin mon corps. Samuel Lefebvre, l'homme qui l'avait sauvé de l'enfer, qui lui avait montré que l'amour pouvait exister sans possession, gisait immobile dans ses bras. Mais au loin, la lande bruissait encore de secrets, et la guerre n'était pas terminée. 2 ans plus tard, les ombres du passé revenaient hanter la lande bretonne. La nuit, des filles perdues au regard creux, au corps marqué de blessures fraîches, arrivaient à la ferme. Elles suivaient des murmures, des rumeurs qui les guidaient vers une maison isolée où une femme nommée Margot Lefebvre gardait une lumière allumée à la fenêtre. Parfois seule, parfois en petits groupes de 2 ou 3, elle les accueillait. Elle les nourrissait, les habillait, leur apprenait à tirer droit, à viser juste. Certaines restaient pour l'aider à travailler la terre, d'autres partaient, mais toutes repartaient avec une connaissance nouvelle, elles valaient bien plus que les hommes qui avaient tenté de les briser. Margot gardait au-dessus de la cheminée mon vieux fusil, un insigne d'honneur discret, un symbole de respect. Elle m'avait enterré sur la colline, là où je pouvais veiller sur la lande que j'aimais. Parfois, au crépuscule, elle venait s'asseoir près de ma tombe, lui racontant les petites victoires remportées contre ceux qui pensaient que la chair se vendait et s'achetait comme du bétail. L'enquête fédérale avait démantelé le réseau de Durand, des dizaines de complices arrêtés, des femmes disparues enfin retrouvées, la justice servie froide et définitive. Mais Margot savait que la vraie victoire ne se jouait pas dans les tribunaux, mais dans chaque femme qui apprenait à relever la tête, à dire non, à se battre. Elle ne s'était jamais remariée,
n'y avait même jamais pensé. Ce qu'elle avait partagé avec moi appartenait à nous seuls, un amour né du salut mutuel, bref comme une tempête bretonne, mais puissant assez pour changer de vie à jamais. Les nuits silencieuses résonnaient des chants anciens des coyotes, les étoiles tourbillonnaient comme des diamants éparpillés dans le ciel noir. Margot touchait les cicatrices fanées sur son dos, ces marques qui ne la définissaient plus, mais lui rappelaient le chemin parcouru. Elle laissait un commentaire au vent, demandant aux témoins invisibles de garder vivantes ces histoires anciennes. Car quelque part, dans des lieux où les puissants s'en prennent aux faibles, une autre lumière brillait peut-être encore, entretenue par quelqu'un qui avait appris que l'amour n'est pas une cage, mais une clé. Et la lande se souvenait de tout, surtout de cet amour qui coûtait tout et ne demandait rien en retour. Mais au fond de cette paix fragile, un murmure, un frisson, une silhouette inconnue observait la maison du haut de la colline, un sourire glacial aux lèvres. Le passé n'avait pas dit son dernier mot. Les premières lueurs de l'aube filtraient à peine à travers les rideaux en lin usé lorsque j'entendis le grincement familier de la porte d'entrée. Margot dormait encore, son visage paisible contrastant avec la tempête que je sentais approcher. Je me redressai lentement, posant la main sur le revolver posé sur la table de nuit, une habitude devenue réflexe. Dehors, le vent soufflait doucement, porteur d'une odeur âcre, métallique. Quelque chose ne tournait pas rond. Je sortis sur le pas de la porte, la fraîcheur matinale mordant mes joues, et scrutai l'horizon. Une silhouette se dessinait au loin, immobile, silencieuse, comme un spectre venu d'un autre temps. Je n'avais pas besoin de deviner qui c'était. Le maire Durand avait laissé derrière lui plus que des cadavres et des secrets. Ses alliés, ses ombres, rôdaient toujours, tapis dans l'obscurité, prêts à frapper au moindre faux pas. Margot apparut derrière moi, ses yeux verts brillants d'une détermination nouvelle. Elle portait une robe simple, blanche, qui contrastait avec les cicatrices qui couraient le long de ses bras. Ses cheveux noirs tombaient en cascades désordonnées, et malgré la fatigue, elle irradiait une force que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Tu sens ça ?» murmura-t-elle, la voix ferme. « Oui, répondis-je. Le vent porte des menaces. » Elle s'approcha, posant une main légère sur mon épaule. « On ne peut plus rester caché. C'est fini. » Je hochai la tête, sentant le poids de la vérité s'abattre sur nous. La lutte que nous avions commencée n'était qu'un début. Le territoire avait une mémoire longue et cruelle, et ses fantômes refusaient de mourir. Dans la lumière naissante, nous nous préparâmes silencieusement. Armés, mais surtout liés par une promesse silencieuse, celle de ne jamais laisser les ténèbres gagner. Alors que le soleil se levait sur la lande bretonne, une nouvelle bataille s'annonçait, plus dangereuse, plus personnelle. Et au fond de moi, une question brûlait, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ce que nous aimions? Mais la réponse, je le sentais, nous conduirait au bord du précipice. Le vent glacial de la matinée balayait la lande, soulevant des tourbillons de poussière mêlés aux feuilles mortes. Margot et moi avancions prudemment à travers les sentiers escarpés qui menaient au vieux village de Saint-Clément, un endroit oublié du temps, où les maisons en pierre semblaient veiller sur des secrets trop lourds à porter. Elle marchait à mes côtés, sa silhouette élancée enveloppée dans un manteau sombre, son foulard de soie légèrement dénoué laissait échapper quelques mèches rebelles de ses cheveux noirs. Ses bottines de cuir, usées mais solides, frappaient le sol avec assurance. Malgré les cicatrices visibles sur ses bras et son port altier, il y avait dans son regard une lueur d'espoir que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Tu sais » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil furtif vers moi, « j'ai entendu dire que Durand avait un complice ici, un homme qu'on appelle le Corbeau. Personne ne sait vraiment à quoi il ressemble, mais on dit qu'il est aussi froid que la pierre de cette région. » Je fronçai les sourcils, serrant la poignée de mon revolver. « Un fantôme de plus dans cette histoire ?» Elle haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. « Peut-être. Mais les fantômes peuvent tuer, parfois même mieux que les vivants. » En approchant de la place centrale, nous remarquâmes un attroupement inhabituel près de la mairie. Des visages fermés, des murmures nerveux, des regards furtifs échangés. L'atmosphère était lourde, chargée de méfiance. Un homme s'avança vers nous. Grand, trapu, le visage buriné par le temps et la vie rude du paysan. Ses yeux gris perçants nous fixèrent avec une intensité presque douloureuse. « Vous devez être Margot Lefebvre, dit-il d'une voix grave. Je m'appelle Henri Morel. Je connais votre histoire. Vous n'êtes pas seul. » Margot échangea un regard surpris avec moi. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. « Ici, dans Saint-Clément, beaucoup ont souffert des mêmes monstres que vous. Durand n'était pas l'unique prédateur. Il y en a d'autres, tapis dans l'ombre,
qui tire les ficelles. Si vous voulez vraiment le faire tomber, il faudra plus que des armes et du courage. Il faudra des alliances. Je sentis une pointe d'espoir mêlée à une inquiétude sourde. La guerre que nous menions s'élargissait, devenait plus complexe, plus dangereuse. Mais Margot serra les poings, un feu nouveau embrasant ses prunelles. Alors, commençons par trouver ses alliés. Parce que cette fois, ce n'est pas seulement notre vie qui est en jeu. C'est celle de toutes celles qui n'ont pas encore eu la chance de se battre. Je posai une main ferme sur son épaule. Ensemble, on ira jusqu'au bout. Et tandis que le soleil perçait à travers les nuages gris, un silence pesant s'installa, comme avant la tempête. Les jours suivants, Saint-Clément s'anima d'une tension nouvelle, palpable dans chaque regard échangé, chaque murmure dans les ruelles pavées. Margot et moi parcourions le village, rencontrant des visages fatigués, des femmes au port digne malgré les cicatrices invisibles, des hommes silencieux mais déterminés. Elle portait cette vieille veste en tweed, légèrement cintrée, qui mettait en valeur sa taille fine, et ses bottines noires cliquetaient avec assurance sur les pavés. Son foulard rouge, noué négligemment autour du cou, ajoutait une touche de couleur à son allure guerrière. Ses yeux verts, toujours aussi perçants, scrutaient chaque visage, cherchant des alliés dans cette mer d'incertitude. Un soir, autour d'un feu improvisé dans une grange abandonnée, un petit groupe se rassembla. Parmi eux, Henri Morel, dont la carrure imposante contrastait avec la douceur qu'il dégageait en parlant. Il racontait des histoires de disparitions inexpliquées, de complicité cachée derrière des portes closes, de silences achetés au prix fort. Durand n'était que la tête visible d'un serpent bien plus long, disait-il, sa voix rauque vibrante d'émotion. Il y a des hommes ici qui protègent leurs intérêts par le sang et la peur. Mais ils ne sont pas invincibles. Margot écoutait, ses mains serrées autour d'une tasse de café noir, ses lèvres pincées. Je remarquai qu'elle s'était détachée de sa réserve habituelle, que la colère et l'espoir se mêlaient dans ses gestes. Après la réunion, alors que nous quittions la grange, je lui demandai. « Tu crois vraiment qu'on peut gagner contre ça ?» Elle me regarda, un sourire en coin, presque espiègle. « Samuel, tu as vu ce que je suis devenu. Je ne suis plus la fille brisée que tu as trouvée. Et toi, tu n'es pas l'homme fatigué que le désert a laissé. On est fait pour ce combat. » Je haussai les épaules, amusé. « Tu deviens poète, maintenant ?» Elle rit doucement, un son clair qui réchauffa l'air froid de la nuit. « Peut-être. Ou alors, c'est juste que j'ai appris à ne plus avoir peur. » Alors que nous rentrions, un bruissement dans l'ombre attira notre attention. Une silhouette disparut rapidement, laissant derrière elle un message griffonné sur un papier froissé, « La justice est un jeu dangereux. Ne jouez pas avec le corbeau. » Un frisson parcourut mon échine. La partie venait à peine de commencer, et déjà, les pièces bougeaient sur l'échiquier. Margot serra le papier dans sa main, les yeux brillants. Ils savent que nous sommes là. Mais nous aussi, nous savons jouer. Le ciel s'assombrit, les étoiles s'effaçant sous les nuages menaçants. Et dans le silence pesant de Saint-Clément, la guerre promettait d'être longue et cruelle. Les nuits à Saint-Clément prenaient une tournure inquiétante. Les ombres semblaient s'allonger, s'étirer comme pour engloutir le village tout entier. Margot et moi restions vigilants, chaque bruit, chaque craquement résonnant dans nos esprits comme un avertissement sourd. Un soir, alors que la brume tombait épaisse sur les toits de pierre, Margot s'habilla avec soin. Sa robe noire, simple mais élégante, épousait ses courbes avec une sensualité discrète. Ses escarpins à talons légers claquaient doucement sur le parquet de la vieille maison, et ses boucles d'oreilles en argent captaient la faible lumière des chandelles, dessinant des éclats furtifs sur sa peau pâle. « Où vas-tu » demandai-je, surpris par cette métamorphose. Elle me lança un regard empreint de mystère. « Il faut que je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait changer la donne. » Je fronçai les sourcils, mais le ton de sa voix ne laissait pas place à la discussion. « Sois prudente, Margot. Ces rues ne sont pas sûres. Pas pour toi. » Elle sourit, un sourire chargé de défi. « Depuis quand ai-je peur ? Je suis peut-être marqué, Samuel, mais je ne suis pas brisé. » Je la regardai partir dans la nuit, son manteau noir flottant derrière elle, son allure à la fois fragile et indomptable. Le poids de l'inquiétude s'installa lourdement sur mes épaules. Les heures s'étirèrent, chaque minute étouffante dans l'attente. Puis, un coup discret à la porte brisa le silence. Margot rentra, les yeux brillants, le souffle court. « Je l'ai trouvé », murmura-t-elle. « Le corbeau.
Il s'appelle Émile Laurent. Je sentis un frisson me parcourir. Et il n'est pas seul. Il a des complices dans toute la région, des hommes prêts à tout pour garder leurs secrets enfouis. Elle s'effondra sur une chaise, épuisée mais déterminée. Il faut agir vite, avant qu'il ne réalise que nous savons. Je m'approchai, posant une main rassurante sur son épaule. Tu n'es plus seule, Margot. On est ensemble dans cette tempête. Elle releva les yeux vers moi, une lueur d'espoir mêlée à la peur. Alors, préparons-nous. Parce que ce soir, tout peut basculer. Dehors, la pluie commença à tomber, fine et glaciale, lavant les rues mais pas les secrets. Et dans le cœur de Saint-Clément, une bataille invisible se préparait, prête à éclater sous les éclairs d'un orage annoncé. La pluie battante martelait le toit de la vieille ferme, créant une symphonie sourde qui enveloppait la nuit noire. Margot et moi étions assis près de la cheminée, nos visages éclairés par la danse vacillante des flammes. L'orage grondait au dehors, comme un écho de la tempête qui faisait rage en nous. Elle portait une chemise en lin blanche, légèrement déboutonnée, révélant la courbe délicate de sa clavicule et les cicatrices pâles qui témoignaient des batailles passées. Son regard intense croisait le mien, chargé d'un mélange d'amour, de peur et de défi. « Demain, tout change », murmura-t-elle. Je hochai la tête, sentant le poids des mots. On affronte Émile Laurent et ses complices. C'est la dernière chance. Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu et le fracas du tonnerre. Puis, soudain, un coup violent résonna à la porte d'entrée, suivi d'un cri étouffé. Je bondis, revolver en main, tandis que Margot attrapait son fusil. La porte vola en éclats sous le choc, et une silhouette encapuchonnée s'engouffra dans la pièce, armée et déterminée. « Vous pensiez vraiment pouvoir nous défier impunément ?» gronda une voix froide. Le visage se démasqua, révélant Émile Laurent, son sourire cruel illuminé par les flammes. Le combat s'engagea, brutal, sans merci. Les balles sifflèrent, les meubles volèrent en éclats, et la poussière se mêla à la pluie battante qui s'infiltrait par les fenêtres brisées. Au milieu du chaos, Margot et moi nous battions côte à côte, une symphonie de violence et de détermination. Chaque coup porté était une promesse, chaque souffle un serment. Puis, dans un dernier effort, j'abattis Émile d'une balle précise, son corps s'effondrant dans un fracas sourd. Le silence retomba, lourd, chargé de fatigue et de soulagement. Margot s'effondra contre moi, ses bras tremblants autour de mon cou. « C'est fini » murmura-t-elle, la voix brisée. Je serrai ses mains entre les miennes. Pour l'instant. Mais dans ce territoire, la paix est toujours fragile. Nos regards se croisèrent, et dans cette nuit éclairée par les éclairs, une promesse silencieuse naquit, celle de protéger ce qui restait, de se battre pour celles qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Mais alors que la pluie continuait de tomber, un frisson parcourut mon échine. Une ombre se glissa furtivement derrière une fenêtre, observant, attendant. Le combat n'était peut-être pas terminé. Le désert breton, lui, se souvenait de tout.